Salut à tous et bienvenue pour ce 27e épisode de The Trick Play. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas entendu, les amis. Eh bien, ça y est, on reprend, on redémarre. C'est le déconfinement, tout le monde ressort. Il y a quelques nouvelles qui se passent au niveau du college football. Apparemment, alors déjà, c'est l'exclu, hein, c'est qu'apparemment certaines facs américaines vont reprendre avec les étudiants sur le campus à partir de la rentrée. Donc, il devrait bien y avoir une saison de college football, mais on ne peut rien assurer. Et en attendant, qu'est-ce que c'est le college football? On s'est posé la question parce qu'on a remarqué que vous étiez pas mal de fans de différents sports à nous écouter, hein, surtout les sports américains, hein, donc le baseball, le basket, et beaucoup le football américain, mais beaucoup la NFL sans trop connaître le college football. Donc on a décidé de faire un épisode spécial où on va un peu vous expliquer en quoi consiste le college football, la manière dont cela fonctionne. Et ensuite, vous comprendrez mieux comment la NFL se forme derrière, comment ces joueurs se retrouvent en NFL. On va démarrer, on a mis ça sous forme de différentes questions et on va vous donner les réponses. C'est des questions qu'on retrouve assez régulièrement. Je commence déjà d'avance. Qu'est-ce que le college football? Le college football, je pense que je vais répondre assez rapidement. C'est tout simplement du football universitaire. C'est entre le lycée et le monde professionnel. Hein. C'est au minimum 3 à 4 ans d'université, voire 5. Et pour certains, des dérogations où il peut y avoir encore plus d'années. Bon, c'est assez rare quand même. Et donc, c'est le football qui se joue en université, qui n'est pas le monde professionnel. Hein. Donc, les athlètes ne sont pas payés pour jouer au football. C'est un football très intense, très important parce que ça permet aux athlètes d'être repérés par les équipes professionnelles. Donc, on a le droit à de sacrés matchs, il faut le dire, à tous les niveaux. Il y a énormément d'équipes dans tous les États des États-Unis. Et c'est quelque chose de très important. Vous connaissez tous la NFL. Eh bien, le college football, dans certains États, est beaucoup plus important que la NFL. En effet, comme une fois Guillaume l'avait dit dans un des épisodes, il y a 50 États pour 32 équipes NFL, dont des États contenant plusieurs équipes. Eh bien, au college football, chaque État a son ou ses différentes équipes. Hein. Et donc, voilà, ça peut rester très, très traditionnel, ça peut rester ancré dans la culture de l'État et être beaucoup plus suivi que la NFL. On va passer à donc, la deuxième question. On va emmener tout ça vers comment le college football fonctionne-t-il? Et on va démarrer avec les conférences du college football. Toi, Augustin, je sais que ton équipe est hors conférence, donc tu pourras aussi nous faire un petit aparté là-dessus. Mais je te laisse nous parler un peu des conférences, comment ça fonctionne, combien y en a-t-il et à quoi elles servent au niveau du CFB. Alors, il faut savoir que lorsqu'on parle de college football, on parle de plusieurs divisions. Alors nous, fans de college football, on s'intéresse à la principale, la division 1. Et il faut savoir aussi qu'il existe trois autres divisions qui sont des divisions du coup naturellement avec un niveau moindre. Donc FBS, Division 2 et Division 3. Alors dans la première division, donc c'est celle qui nous intéresse, c'est celle qui fournit majoritairement les joueurs NFL donc dans la globalité, donc plus de 95% des joueurs. Il y a à l'intérieur 10 conférences. Donc pour les plus connus, la Big 12 donc, c'est le sud des États-Unis, donc plutôt vers Texas, Oklahoma. Donc il y a Texas, Oklahoma, Baylor, ces équipes comme ça. Il y a la SEC. Donc la SEC, c'est le sud-est des États-Unis avec notamment Alabama, LSU, etc. L'ACC avec Clemson après. La Pac-12, où là, c'est plutôt Californie, État d'Oregon, de Washington, l'ouest des États-Unis. Et moi, en tant que fan de Notre-Dame, on n'appartient à aucune conférence, on fait partie des équipes dites indépendantes. Il y en a 5-6 en college football, et voilà, donc ces équipes-là choisissent un petit peu leurs matchs partout. Et il existe aussi forcément la Big Ten. La Big Ten, c'est la conférence d'Ohio State et de Michigan. C'est plutôt le nord-est des États-Unis. Alors, il faut aussi notifier que tout ce CFB est régi par un comité nommé la NCAA, la NCAA, comme on dit aux États-Unis, plus communément, qui aussi s'occupe du basketball hein, et de la plupart des sports universitaires. C'est un peu, voilà, c'est comme la NHL au hockey, comme la NFL dans le monde professionnel du football américain. Donc, c'est la NCAA qui régit tout ça, qui fixe les règles et les lois. Il ne faut pas oublier que ces équipes, elles se forment à partir de joueurs lycéens. Ces joueurs lycéens,
reçoivent des offres en fait de scolarité par les facs, parce qu'on sait que les scolarités peuvent être très très chères aux États-Unis. Voilà, il y a des facs qui proposent d'offrir, de payer des bourses universitaires aux meilleurs joueurs du pays. Hein. Ces joueurs sont aussi classés par ordre d'étoiles selon certains sites, experts, recruteurs. C'est classé, hein, ça va de 1 à 5 étoiles. Les 1 étoile n'existent quasiment pas, c'est pas considéré comme des étoiles. On a très peu de 2 étoiles. Et ensuite, voilà, les premiers joueurs ont des 5 étoiles, 4 étoiles. Ça se classe comme ça et on classe aussi par les différents postes. Ces joueurs-là peuvent recevoir des offres d'université, donc qui leur payent leur bourse. Et ensuite, ils n'ont plus qu'à choisir dans quel campus ils veulent aller, pour quel programme ils veulent jouer. Mais il y a aussi des joueurs qu'on appelle les walk-ons. Et ces joueurs-là, ce sont des joueurs qui ont des offres, qui peuvent avoir des offres ou non de fac et qui peuvent décider de s'y rendre, mais ce ne sont pas des offres étudiantes, c'est-à-dire que les bourses ne sont pas payées. Donc là, c'est un peu au petit bonheur la chance. Certains de ces joueurs peuvent rentrer dans une université par eux-mêmes en disant voilà, je vais payer ma première, ma deuxième année. Euh, et puis se voir finalement ces joueurs explosent dans l'équipe, deviennent très forts. Et puis voilà, la fac leur dit bon bah on continue de te payer et on paye la bourse cette fois-ci. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout paiement extérieur, sponsor, paiement d'une université pour recruter un joueur directement, paiement sous la table, on peut dire, c'est strictement interdit. Ce sont des lois qui violent totalement la NCAA. Ça a causé pas mal de problèmes ces derniers temps parce qu'il y a des joueurs qui veulent être connus. Maintenant, on sait que les sponsors attirent les joueurs de plus en plus jeunes. Euh, donc, ça a créé quand même pas mal de conflits d'intérêts. Et puis, il y a des lois qui commencent à se mettre en place, mais on ne rentrera pas trop dans le débat. C'est un débat un peu trop océanique, si je puis dire, pour vous faire comprendre en quoi consiste le college football exactement. On va passer aux matchs. Les matchs, comment sont-ils programmés exactement? Toi, Robin, comment les matchs sont-ils programmés? En plus, Robin, je vous dis, il est fan d'Oregon et c'est un des seuls types qui regarde des matchs de football américain à 4h30 du matin. Coup d'envoi 4h30. Bon alors déjà je suis pas le seul du tout, mais ensuite les matchs, c'est assez simple en fait, ils ont, des matchs de conférence d'abord, donc ça dépend, selon certaines conférences ou certaines équipes qui peuvent choisir de jouer un nombre de matchs défini, mais généralement, on joue les matchs de conférence et ensuite on peut choisir de programmer des matchs hors conférence, donc soit contre des plus petites équipes, enfin des équipes plus faibles théoriquement, pour s'entraîner en début de saison, ou soit justement contre des équipes un peu plus fortes pour montrer que on doit, on est bon et qu'on est à considérer en début d'année. Et non, tout simplement pour programmer les matchs hors conférence, du coup, par exemple, Oregon, s'ils veulent jouer Auburn comme en début d'année, ils s'y prévoient à l'avance, c'est-à-dire longtemps à l'avance. Par exemple, là, on a déjà des matchs pour 2031, 2028, etc. Donc, ils s'y prennent à l'avance. Et en fait, c'est entre les athlétiques directeurs qui se, en fait, les athlétiques directeurs, c'est ceux qui s'occupent de gérer tout le sport dans l'université. Et donc, ils se mettent d'accord et ils se font un appel et ils se disent, bon, on jouera un match chez toi en 2028 et un match chez moi en 2029. Et donc, c'est comme ça qu'on fait les matchs hors conférence. Et ensuite, les matchs conférence, bah, c'est prévu déjà dans le calendrier. Et c'est aussi comme ça, comme tu l'as dit, que parfois les équipes nous annoncent des matchs qui se dérouleront en 2024, 2025. Youpi, on va affronter Kentucky, c'est super. Dans 6 ans. Mais voilà, ça se trouve, le head coach sera déjà mort. On ne sait pas. On va passer au classement AP-Poll. Le classement AP-Poll, pour toi, Guillaume de Florida, comment peux-tu nous l'expliquer? Surtout que vous, le classement, il est quand même assez important parce que Florida, vous êtes très souvent dedans. Alors ouais, là on revient un peu dedans, comme tu l'as dit, après 1 ou 2 années un peu compliquées. Mais donc le classement AP-Poll, c'est un organisme fait de broadcasters et de journalistes spécialisés dans le foot américain universitaire, qui en fait, il y en a 65, si je dis pas de bêtises, en dessous, donc 65 personnes uniques, qui font à l'issue de chaque semaine un classement des 25 meilleures équipes pour eux du pays. Donc en fait, ça marche comment? Ça marche, moi, imaginons, je suis un des participants de ce comité, on va dire. Je fais mon classement avec, imaginons Clemson en 1. Donc Clemson aura 25 points.
Ohio State en 2, Ohio State aura 24 points. Et donc on descend comme ça jusqu'à la 25e équipe qui aura 1 point. Et en fait, à l'issue de ça, les 65 classements sont mis en commun, on calcule les points et ça nous donne le classement de l'Epipole pour la semaine en question. Donc en fait, à chaque fin de semaine, en général c'est le lundi ou le mardi si je dis pas de bêtises, il y a le classement qui sort. Et donc c'est ce qui fait référence pendant toute la saison régulière, à savoir qui est l'équipe numéro 1, l'équipe numéro 2, l'équipe numéro 15, l'équipe numéro 20. Et en fait, avant qu'on ait les playoffs comme on les a actuellement, c'était donc la finale du college football, c'était le numéro 1 de l'Epipole contre le numéro 2. Et on avait juste une finale et le champion national qui était déclaré à l'issue de cela. Il y a certaines exceptions où c'était pas le numéro 1 contre le numéro 2, certes, mais dans la grande majorité, pour faire une majorité et pour expliquer plus simplement, on avait très souvent le numéro 1 contre le numéro 2, c'est arrivé qu'on ait le numéro 1 contre le 3, mais voilà. Donc en fait, ça donne à peu près ça. Maintenant, on a à l'issue de la week 8, je crois, le College Football Playoff Committee qui donne son classement et qui fera référence en termes de playoff pour la post-season de la NCAA. Pour faire en gros, il y a toujours des cas particuliers, mais pour faire large, c'est à peu près comme ça que fonctionnent les people. Merci beaucoup, Si quelqu'un Guigui. a juste un ou deux compléments à faire, je ne suis pas un spécialiste non plus, hein, allez-y. Oui, simplement, alors effectivement maintenant on est, enfin avant les college football playoffs, depuis le milieu des années 90, c'est ce qu'on appelait les BCS Championship, c'était effectivement les numéro 1 contre numéro 2. Mais avant ça, donc là je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, à l'époque où Notre-Dame était champion national, ça vous dit à quel point ça remonte. En fait, c'était pas forcément numéro 1 contre numéro 2, c'était une histoire de bowl et de conférence qui rentrait en ligne de compte. Donc des fois on avait numéro 1 contre numéro 5 et numéro 2 contre numéro 3. Et à la fin, pour trouver un champion national, par exemple, on va partir du principe que numéro 1 battait le numéro 5 et numéro 2 battait le numéro 3, bonne chance pour trouver le champion national incontesté. C'est pour ça que jusque dans les années 90, il y a énormément de titres qui sont séparés entre deux équipes. On peut penser au titre 90 partagé entre Colorado et Georgia Tech, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça a été, ou 95 entre Michigan et Nebraska, ou 94 entre Michigan et Nebraska, de mémoire, je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc en fait, on a simplifié la chose et pour arriver jusqu'au College Football Playoff qu'on connaît maintenant. Merci beaucoup, Baptiste. D'ailleurs, je vais rester sur toi parce que la question suivante, l'explication suivante, c'est à propos des balls en NCAA. Et en plus des balls, je rajouterais le trophée majeur, le Heisman Trophy, si tu arrives aussi à me faire une petite parenthèse vers la fin. Alors, à la différence de la NFL, enfin non, c'est pas la différence, mais disons que la post-season en college football est quand même différente de la NFL. Il y a un système de playoff maintenant pour les 4 meilleures équipes, mais pour le reste, il y a ce qu'on appelle des bowls, des matchs de fin d'année, de gala entre guillemets, qui sont déjà, comment dire, où les équipes sont plus ou moins présélectionnées en fonction de leur conférence. Alors, le plus célèbre d'entre eux, le Grand Dandy of them all, pour donner son petit surnom, le Rose Bowl, donc, qui se passe à Pasadena en Californie, et le bowl le plus ancien, il date de 1904. Alors, c'est vous dire à quel point ça remonte. C'était même avant que la NFL existe, etc., etc. Et donc, a lieu donc en Californie les 1er janvier de chaque année, et voit s'affronter une équipe de la conférence Pac-12, donc plutôt Pacifique, donc des équipes comme Oregon par exemple, cette année, et des équipes de la Champion Big en Ten, titre. exactement, champion en titre du Rose Bowl, et des équipes de la Big Ten, donc plutôt des équipes du nord du pays, donc souvent Ohio State, Michigan ou des choses comme ça. C'est-à-dire que peut participer au Rose Bowl des équipes qui sont issues de ces deux conférences, sauf exception où le Rose Bowl est une des demi-finales nationales. Alors c'est vrai que dit comme ça a l'air très compliqué, et le college football est très complexe, mais finalement c'est assez quadrillé. Donc le Rose Bowl fait partie de ce qu'on appelle les 6 bowls majeurs, les 6 bowls du Nouvel An. Donc le Rose Bowl, le Sugar Bowl, qui voit s'affronter une équipe de la SEC et une équipe de la Big 12.
le Cotton Bowl qui a lieu à l'AT&T Center de Dallas, le Fiesta Bowl, le Peach Bowl et l'Orange Bowl. Voilà. On a fait le tour des 6 bowls majeurs. Alors, sans rentrer dans une description globale, c'est les 6 bowls les plus importants et une victoire et une qualification pour ces bowls-là sont en général le signe d'une saison réussie. Voilà. Hors exception, bien sûr, hein, mais quand une équipe arrive à se qualifier, grosso modo, ils font partie des 12 meilleures équipes du pays. Voilà, pour faire simple. En dessous de ça, il y a d'autres bowls qui sont plus mineurs, on appelle ça, mais importants. Je pense au Liberty Bowl, je pense au Music City Bowl, je pense au Citrus Bowl, etc. Alors, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive parce qu'il y a 40 bowls et 42 l'année prochaine, puisqu'on en rajoute 2 si je ne dis pas de bêtises, si la saison a lieu, bien sûr. Donc, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu complexe. Les bowls sont joués en général aux alentours du 20 décembre jusqu'au 3-4 janvier, voilà, donc c'est pendant les fêtes de fin d'année, et c'est souvent, même à heure souvent raisonnable en France, c'est-à-dire vous pouvez les regarder à partir de 6h le soir et jusqu'au bout de la nuit. Donc voilà pour un petit récap au niveau des bowls. C'est une sorte de récompense d'équipe, on va dire. Ils sont qualifiés à partir de 6 victoires, puisque chaque équipe joue à peu près 12 matchs par saison. Ils sont l'obligation d'en jouer au moins 10. Et au bout de 6 victoires, c'est qualifié pour un bowl. Donc c'est une sorte de récompense collective pour l'équipe. Donc ça me permet de faire le transfert vers les récompenses individuelles. Et la plus célèbre, bien sûr, le Heisman Trophy, qui récompense le meilleur joueur universitaire lors d'une saison en cours. Alors, qu'on soit très clair, c'est pas parce qu'on a remporté le Heisman Trophy qu'on va être un cador en NFL. Je pourrais citer Reggie Bush, par exemple, comme premier exemple, qui dominait à USC au milieu des années 2000, et qui n'a jamais été d'ailleurs une réussite en NFL. Mais en tout cas, disons que ça couronne souvent des joueurs hyper spectaculaires et des styles qui forcément n'ont pas toujours une réussite en plus grande échelle. Dernièrement, Lamar Jackson l'a remporté en 2016 il a eu du succès après en NFL, Baker Mayfield en 2017, Kyler Murray en 2018, et le dernier lauréat est bien sûr Joe Burrow, le first pick de cette année pour les Cincinnati Bengals. Voilà, donc ça ne veut pas forcément dire une forte réussite après l'échelon supérieur, sachant que les joueurs qui ont remporté et le Heisman Trophy et le trophée de MVP en NFL, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un qui s'appelle Barry Sanders, mais ça reste une exception, un peu l'exception qui confirme la règle. On a eu, pour citer parmi les plus célèbres vainqueurs du Heisman Trophy, on a bien sûr Tim Tebow chez les Gators de Floride ou Johnny Manziel chez les Aggies de Texas A&M. Voilà, 2 joueurs qui ont eu un succès, on peut dire limité, Guigui, pour Tim Tebow en NFL, sans être trop méchant avec lui. Voilà, toujours est-il qu'il existe. On dira mitigé. Voilà, mitigé, voilà, c'est le bon terme. Très Voilà, mitigé. donc disons qu'il existe des trophées pour meilleur joueur défensif, meilleur joueur de ligne défensive, meilleur joueur, defensive back, meilleur receveur. Voilà, il y a toute une liste de trophées individuels alors pas comme en NFL finalement, où les trophées il n'y a pas de trophée de meilleur receveur ou de meilleur coureur, etc. Là, c'est un peu plus exhaustif pour récompenser les meilleurs joueurs de la saison. Voilà, sachant quand même le plus important et le plus significatif étant bien sûr le Heisman Trophy, qui a été quand même très rapidement, très souvent remporté par un quarterback. Le dernier joueur défensif qui l'a remporté, c'est un certain Charles Woodson, qui sortait de Michigan à l'époque avant de faire les beaux jours des Riders. Voilà pour un point de vue un peu rapide, hein, mais des bowls et des trophées. Merci beaucoup, Baptiste. Merci énormément parce que ça t'a donné du sacré boulot de tout expliquer, les bowls plus le Heisman. Pour ajouter juste sur le Heisman, comme tu l'as dit, les 3 derniers qui ont été sélectionnés sont des quarterbacks, que ce soit Mayfield, Murray et Joe Burrow. Et il faut dire que ça a été les 3 premiers choix des 3 dernières drafts. Pour la petite anecdote. Et puis aussi, chaque conférence, pareil, a ses trophées individuels et collectifs.
notamment des trophées un peu les plus connus, c'est des équipes de chaque conférence. Donc, tu as l'équipe 1, l'équipe 2, l'équipe 3, et le meilleur joueur à chaque poste, le premier meilleur joueur, le deuxième meilleur joueur et le troisième meilleur joueur de l'année. Voilà. Et puis, on connaît, il y a des conférences plus fortes que d'autres. Donc, on peut un peu juger ses performances et ses trophées là-dessus. On va passer à la question suivante, c'est le college football, les college football playoffs, les CFP. Toi, Baptiste, encore une fois, on va te solliciter. Qu'est-ce que sont les college football playoffs? Alors, c'est la nouvelle formule choisie par la NCAA pour couronner le champion national. Parce que j'en avais un petit peu parlé, là, on est un peu avant, c'est que on a pas mal de cas de champions qui sont, comme on dit, partagés entre plusieurs équipes. Parce que des équipes finissent invaincues et disent moi, finalement, j'en ai une plus grosse que celle que l'autre et donc je mérite le titre. Donc pour mettre un peu fin à tout ça, donc dans un premier temps, il y a eu, comme je disais, le BCS dans les années 90 où on a décidé que le numéro 1 rencontrait le numéro 2 et voilà, le vainqueur remportait le titre national. C'était simple, c'était efficace, sauf que la question qui se posait, c'est comment on sélectionne l'équipe numéro 1 et l'équipe numéro 2, puisqu'il y a des fois, c'était un petit peu compliqué de savoir qui étaient les deux meilleures équipes, puisque c'est toujours dur, sachant que les équipes ne rencontrent pas les mêmes équipes à cause des conférences, que parfois ils gagnent facilement, des fois plus difficilement. Enfin, en tout cas, c'était très compliqué parfois de choisir deux équipes. Et en 2011, la finale nationale est Alabama et LSU, sauf que Alabama et LSU avaient eu lieu 2 mois plus tôt, lors de la conférence SEC, et que l'ordinateur qui a été choisi notamment pour désigner les deux finalistes a décidé de refaire un rematch entre deux équipes de la SEC. Alors, du coup, ça a un petit peu mis le feu aux poudres en disant, peut-être qu'il faudrait changer ce système de choix. Et donc, depuis 2014, il y a ce qu'on appelle donc le College Football Playoff, qui est en fait une sorte de playoff à 4 équipes, où le numéro 1 rencontre le numéro 4 et le numéro 2 le numéro 3. Alors vous allez me dire, mais qui choisit ces équipes? En fait, tout simplement, c'est un comité de plusieurs personnes, des directeurs athlétiques de fac, des personnalités politiques. On avait Condoleezza Rice fut un temps, enfin voilà, des gens qui ont une connaissance du jeu de manière globale, connaissance des équipes, mais aussi une vision un peu plus extérieure parfois. Donc ils sélectionnent, c'est eux qui décident, eux c'est l'équipe numéro 1 du pays, eux c'est l'équipe numéro 2, et eux c'est l'équipe numéro 3, et eux c'est l'équipe numéro 4. Alors, sur le papier c'est très beau, mais la question qui se posait avec c'est qui les 2 meilleures équipes du pays se pose aussi avec c'est qui les 4 meilleures équipes du pays. Lors de la première année du college football, donc remporté par les Buckeyes d'Ohio State, les Buckeyes sont sélectionnés en numéro 4. Ce choix-là fait beaucoup polémique à l'époque. Pourquoi? Parce que derrière 5 et 6, c'est Baylor et TCU, issus de la Big 12, qui étaient devant Ohio State avant le match de finale de conférence d'Ohio State, que Ohio State écrase, comme de par hasard. Ils écrasent Wisconsin 45-6, je crois, dans mes souvenirs. Enfin, bref, un score de Maryland, j'ai envie de dire. Et ça leur permet de se qualifier pour les College Football Playoffs et pour le titre national remporté par la bande d'Ezekiel Elliott notamment. Donc toujours est-il que voilà, il y a toujours des problèmes par rapport à ça. Qui sont les 4 meilleures équipes? Puisque comme l'a répété Gus, en fait il y a 5 conférences majeures, et donc ça veut dire qu'automatiquement il y a une des conférences majeures qui est laissée pour compte chaque année. Donc le débat actuellement, c'est est-ce qu'il ne faut pas mettre plus d'équipes en playoff? Combien? Et comment on les qualifie? Alors, le format qui a l'air d'avoir le vent en poupe, c'est 8, avec les 5 vainqueurs des conférences automatiquement qualifiés, plus 3 équipes, ce qu'on appelle at large, un peu comme à la March Madness finalement, qu'on sélectionnerait suivant le bilan. Voilà, par exemple, je pense à Notre-Dame qui ne fait pas partie d'une conférence, qui fait une grosse saison, on pourrait les sélectionner comme ça, etc. etc. Il n'y a rien qui est figé, il n'y a surtout pas de modèle parfait, parce qu'il y en a certains qui sont très nostalgiques du 1 contre 2, il y en a qui sont très nostalgiques du 1 contre 5, comme j'avais dit un peu plus tôt, du 2 contre 6, etc. etc. Donc il n'y a pas de bon système. Toujours est-il que
les grosses équipes sont toujours représentées dans ce système-là. Alabama a loupé une seule fois le College Football Playoff, Clemson une seule fois également. Enfin voilà, les noms reviennent année après année. Et mine de rien, peut-être que passer à 8 permettrait d'avoir un peu plus voilà, de diversité dans les noms qui sont appelés. Mais voilà, c'est le grand débat, c'est de savoir est-ce qu'on va finir par avoir 8 équipes en College Football Playoff? Et si oui, parce que qu'on soit très clair, je pense que ça va arriver. Quand est-ce que ça va arriver? Merci beaucoup, Baptiste. Donc, affaire à suivre, en effet. Et on est pas mal à être favorable à tout ça. En tout cas, ça rendrait ça donnerait encore plus de piquant à la saison. On va Et petite chose que j'ai ouais. oublié, en fait, je me rends compte, c'est que le vainqueur des 2 matchs se rencontre pour la finale nationale. Voilà, voilà, j'avais oublié de préciser ça. Donc c'est 1 contre 4 et 2 contre 3, et le vainqueur des 2 matchs joue une finale nationale pour désigner le vainqueur officiel de la saison NCAA. C'est ça, la finale nationale, hein, vous pouvez la comparer quasiment dans une très moindre mesure même, mais vous pouvez la comparer au Super Bowl en NFL, voilà. Et c'est toujours dans un stade neutre. Cette année, c'était à la Nouvelle-Orléans et ça a été remporté par Louisiana State University, donc c'était en quelque sorte chez eux. On va passer à la dernière question. Qu'est-ce qui rend le college football unique? Parce que comme on l'a dit, il y a énormément d'équipes de college football et il y a une popularité qui est énorme aux États-Unis. Pour ça, on sait que le college football n'est pas très développé hors des frontières, contrairement aux gros championnats professionnels américains. On va démarrer. On va mettre en avant déjà les stades. Parce qu'il faut savoir que les stades américains les stades universitaires américains sont quand même énormes. Ils font partie des plus grands au monde. En fait, voilà, c'est simple que ça. On a le Michigan Stadium en tout premier qui a 107 601 places, suivi par le Beaver Stadium de Penn State, 106 000 places, Ohio Stadium d'Ohio State, 102 000 places. Enfin, on a quand même en tout à peu près 8-9 stades qui sont au-dessus des 100 000 places. Et Déjà, rien que ça. Et aussi 20 stades qui sont au-dessus des 80 000 places. Ouais. On sait qu'en France, le stade avec la plus grande capacité, c'est le Stade de France à 80 000 places. Voilà, ça laisse une conclusion. Et sans oublier que ces stades, on parle de stades à 106 000 places, c'est pas 40% d'affluence à l'intérieur, c'est quasiment entre du 90 et 100% en réalité. Donc c'est énorme, en fait, c'est quasiment pas comparable dans la plupart des autres sports. On parle beaucoup de la popularité en Europe du football. C'est vrai, on fera pas de comparaison, sachant qu'en plus dans l'équipe, on est plusieurs à être fans de foot. Mais c'est vrai que pour un sport universitaire, des joueurs donc non professionnels, des joueurs non rémunérés, on se retrouve dans des stades remplis de plus de 100 000 spectateurs. C'est énorme. En 2018, il y a eu quand même ESPN. Donc ESPN, c'est pas la seule chaîne à diffuser du football. ESPN a eu plus de 163 millions de personnes qui ont regardé du college football. Vous imaginez 163 millions, c'est plus. En fait, c'est plus du double de la population française, clairement. Toi, je sais qu'Augustin, tu as aussi quelques chiffres à nous délivrer. Des chiffres, peut-être pas, mais une explication plus détaillée sur déjà comment sont retransmis les matchs hors NCAA. Alors, il faut savoir, il n'y a pas un diffuseur unique et c'est assez comme en fait tous les autres sports américains. Plusieurs plusieurs grosses chaînes de télévision se partagent les droits. Et en fait, il y a des partenariats entre les conférences et les chaînes de télé qui sont conclus. Et je sais pas, moi, par exemple, la Big 12, ça passe sur ABC, ESPN et Fox Sports, quand Notre-Dame passe exclusivement sur NBC. Et c'est comme ça pour toutes les équipes et toutes les conférences. Alors ça, c'est sur l'aspect plutôt sur l'aspect TV rediffusion. Et pour donner quelques chiffres d'audience, le match LSU-Clemson de cette année a attiré 26 millions de personnes à la télé. Le match entre LSU et Georgia, la finale de la SEC, 14 millions.
Euh, Chaque week-end, le match phare de chaque week en NCAA fait 10 millions de téléspectateurs. Donc voilà, il y a une émulsion euh, aux États-Unis autour du college football et ça reste un sport qui est quand même très regardé à la télé, en plus d'avoir une influence assez exceptionnelle dans le stade. Alors maintenant, on va parler des rivalités. Alors les rivalités dans le college football, il y en a énormément. Là, c'est incalculable presque. Comme on a dit, il y a plusieurs équipes par État. Il y a des États rivaux entre eux. Il y a des... Même pas que ça, par rapport à d'anciens matchs, par rapport à des rivalités académiques. Il y a énormément de différents types de rivalités. Nous, dans l'équipe, on en a quelques-unes. Et je pense notamment à Baptiste. Baptiste, toi, tu as une très très grosse rivalité puisque tu es Oklahoma State, mais il y a aussi le géant qui est Oklahoma, dans le même état et qui est la grosse équipe de ces dernières saisons de votre côté des États-Unis. Ouais, tout à fait. Donc nous, il y a une rivalité. Rivalité principale, c'est ce qu'on appelle Bedlam, hein. Donc c'est le match entre Oklahoma State et Oklahoma. Voilà, c'est une rivalité qui est surtout du côté de Oklahoma State en fait. Oklahoma explose Oklahoma State pour parler poliment en termes de bilan, hein. Il y a 89 victoires à 18, je dis pas de bêtises comme ça de tête. Donc c'est une des rivalités les moins égales du pays finalement en termes de victoires-défaites. Et ce qui énerve au plus haut point les fans d'Oklahoma State, c'est que la rivalité principale d'Oklahoma, c'est contre Texas et pas contre Oklahoma State. Donc en fait, voilà, ils ont ce côté un peu petit frère qui s'énerve contre le grand frère étant Oklahoma, qui lui est plus occupé de se battre avec un pote à lui qui est dans l'État du Sud. Donc c'est une rivalité un petit peu particulière. C'est un peu comme Michigan State avec Michigan. Voilà, c'est le même cas de figure. Donc voilà, donc Oklahoma a tendance à récupérer un peu toute la lumière à eux, enfin, à juste titre, hein, puisque c'est un des programmes les plus victorieux de l'histoire du college football, etc., etc. Et laisse très peu de miettes à Oklahoma State, ce qui énerve profondément les fans des Cowboys, dont je fais partie. Et voilà, cette haine des Sooners, et j'ai pas honte de le dire, est cultivée par cet aspect un peu grandiloquent et un peu péteux, pour parler poliment, des Sooners dans le contre des Cowboys. Merci beaucoup, Baptiste. Je vais prendre un autre témoin. Guillaume, toi qui supportes Florida. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Floride, il y a énormément de facs, il y a énormément de très bons programmes, donc de grosses équipes. Sauf que aussi, Florida, vous avez un problème, c'est que vous êtes dans le sud des États-Unis. Bon, c'est logique, vous êtes en Floride. Et dans le sud des États-Unis, et notamment dans votre conférence, la ACC, la SEC, donc SEC, vous avez de très très grosses équipes, pareil, qui représentent le sud. Il y a Georgia, il y a Alabama, il y a Auburn. Et ça vous fait beaucoup de rivaux et beaucoup d'ennemis. Comment ça se passe des rivalités du côté de Florida? Alors en fait, chez nous, on a deux gros types de rivalités. On a ceux de notre conférence et plus particulièrement de notre division, donc qui vont être principalement Georgia, Tennessee, qui à mon sens est un peu comme la même rivalité que vient d'expliquer Baptiste, où c'est vraiment le grand frère et le petit frère. Là en ce moment, on est sur une série de 15 victoires pour Florida et une pour Tennessee. Donc il y a pas le dernier match, c'est fini en 34-3. Donc c'est, on va dire, une rivalité dans le cœur des supporters, mais sur le terrain des fans. Mais sur le terrain, ça n'en est plus vraiment. Et après, on a Georgia. Et après, ouais, donc il y a celle vraiment de la conférence. Et après, il y a celle, on va dire, un peu historique ou due à des faits. Donc moi, j'ai l'exemple particulièrement de LSU, où c'était il y a 3-4 ans, si je ne dis pas de bêtises. Le match d'origine qui était à l'Université de Floride avait été annulé à cause des tempêtes qui avaient ravagé tout l'État, quasiment tout l'État. Et donc, il avait été, dans un premier temps, pas annulé, mais justement postponed, comme ils disent, donc remis à plus tard, on va dire, je trouve pas le mot. Et en fait, LSU avait décidé que, à cause de ça,
comme c'était la Floride qui avait annulé le match devait se jouer chez eux. Donc ils ne voulaient entendre parler de rien, et c'était on joue le match chez nous ou on ne jouera pas. Donc les Gators, le front office, ont cédé en disant d'accord, on joue chez vous, mais les 2 prochaines années, on joue chez nous. Et au final, on arrive à les battre chez eux sur un goal line stand incroyable. Donc c'est vraiment des petits trucs comme ça qui ont exacerbé des rivalités qui de base étaient juste des rivalités sportives et qui depuis sont vraiment ancrées dans le cœur des fans. Et donc voilà, après on a évidemment Florida State, qui est un peu comme Oklahoma State, sont les 2 grosses facs pour moi de l'État. Donc on les joue tous les ans malgré que ce ne soit pas de notre conférence. Donc on ne peut pas se les voir, ils ne peuvent pas nous voir, tout va bien. Et donc voilà, après je trouve que plus encore qu'en NFL, je trouve que vraiment les rivalités en général dans le college football, elles sont vraiment profondes, parce que là, au lieu de soit comme en NFL où tu es juste fan d'une équipe, en général, c'est t'es fan de la fac dans laquelle tu vas. Donc c'est dans la fac dans laquelle tu vis, dans laquelle tu passes au moins 4 ans de ta vie. Donc tu vis vraiment le truc de l'intérieur, là où en NFL, c'est plus extérieur. Donc c'est ça vraiment qui, je pense, fait que les rivalités en college football sont quelque part plus belles, en fait, parce que c'est pas pour nous Français, hein, mais pour eux Américains, c'est vraiment quelque chose qui vivent limite de père en fils. C'est le père est allé à, je sais pas, l'université du Colorado, donc ils peuvent pas se voir Colorado State. C'est des choses qu'on leur apprend tout petit, et le fils va aller dans la même fac, il va pas pouvoir blairer les mêmes équipes, et ça va se transmettre, ça va se transmettre. Et c'est vraiment ça que je trouve beau, c'est parce que les mecs sont vraiment, ils ne peuvent pas se voir. C'est pas juste j'aime pas une équipe comme je sais pas les Saints de Nouvelle-Orléans peuvent pas voir les Buccaneers ou les Falcons parce qu'il y a eu un match ou quoi. Là, c'est vraiment les mecs ne peuvent pas se voir, ils se détestent, et ça rend le truc encore plus beau, et on en parlera tout à l'heure avec les traditions. Mais c'est vraiment un truc que je trouve vraiment beau, et tu sens que c'est profond chez les fans, en fait. C'est pas juste une équipe qu'on peut pas trop aimer. C'est vraiment profond et c'est ancré dans eux, j'ai l'impression. Et Guigui, ce Ouais. que je peux rajouter, c'est juste par une expérience personnelle. C'est peut-être pour ça que j'aime le college football plus que la NFL, c'est qu'en fait, il y a un côté un petit peu plus européen, justement dans cette manière des rivalités d'haïr les autres fans C'est du vrai. college football. Alors, en France, il y a rivalité PSGOM, Lens-Lille, Saint-Étienne-Lyon, etc. On ne retrouve pas forcément en NFL ou en NBA deux fanbases qui se détestent vraiment, alors qu'en college football, c'est le cas. Par Bah, exemple, c'est monnaie courante. j'ai Chaque rien à... équipe a au Ouais. moins une ou deux équipes qui peuvent pas vraiment, qui peuvent pas se blairer, quoi. Donc, ça fait quand même un rapprochement assez intéressant entre Européens et le college football. Et moi, par exemple, je suis pour Notre-Dame. J'ai rien à voir avec l'Indiana. Je suis jamais allé aux États-Unis. Je sais même pas comment je suis devenu fan des Fighting Irish, mais je déteste Michigan. On s'ancre très vite dans cette culture du college football, et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant pour quelqu'un qui ne connaît pas trop ce sport, cette compétition-là, bah, de s'y attarder. Ouais, juste pour le coup, je suis vraiment d'accord avec toi, dans le sens où je pense que c'est à peu près pareil pour tout le monde ici. C'est qu'à partir du moment où on a choisi notre fac, qu'on a commencé vraiment à s'intéresser, à suivre les matchs, bah, on s'est vite mis dans le truc, et comme moi, vous aimez bien me vanner là-dessus. Comme tu dis, moi, j'ai jamais mis les pieds en Floride, j'ai jamais mis les pieds aux États-Unis, mais pourtant, Georgia, Florida State, c'est des mecs que je répugne. Je ne veux pas les voir, je ne veux pas en entendre parler, je ne veux pas parler avec eux. Et pourtant, je suis juste un mec français dans ma ville, là, et que tout le monde s'en fout aux États-Unis. Les mecs n'ont jamais entendu parler de moi, mais juste, je ne peux pas les voir, alors que je n'ai rien à voir avec eux, en fait. Mais juste, comme je suis pour cette fac, pour la fac de Floride, je peux pas me les voir. Et d'ailleurs, Augustin, tu fais bien de soulever la question, de comparer par rapport à l'Europe, parce qu'il faut aussi dire que les équipes professionnelles aux États-Unis se délocalisent de temps en temps, changent de nom, changent de ville. Et donc, voilà, par exemple, Baltimore, avant c'était les Colts, maintenant c'est les Ravens. Les Rams, on sait qu'ils ont voyagé entre Los Angeles, Saint-Louis, et ils sont revenus à Los Angeles. Pareil, les Raiders qui étaient à Los Angeles à l'époque, qui sont à Oakland et qui sont à Las Vegas. Non, qui étaient à Oakland ensuite, après Los Angeles, maintenant qui sont à Las Vegas. Enfin, il n'y a pas cet attachement, cette racine qu'on peut retrouver chez les équipes universitaires, parce qu'une université, elle ne bouge pas, elle ne se déplace pas à l'université, et elle garde toujours
son origine et son nom, en fait. C'est aussi simple que ça, sa mascotte, son nom, son équipe. Voilà. Et moi, j'ai vécu une rivalité de l'intérieur, et ça, on en parlera après, parce qu'on aura nos expériences à donner pour ceux qui ont eu la chance d'assister à des matchs NCAA. Et on va finir sur les rivalités très rapidement. J'ai Robin qui va nous dire un peu quelques rivalités que vous pouvez regarder, vous, de votre côté. Allez voir des matchs sur YouTube, il y en a plein, des matchs complets, et des matchs intéressants sur ces rivalités, les plus grosses rivalités du college football. Robin, dis-nous tout. Eh ben, écoute, je vais rebondir sur un peu tout ce qui a été dit depuis le début du podcast. Je vais parler du Rose Bowl, le Rose Bowl entre Texas et USC, qui est à l'époque deux des plus gros programmes. Ils faisaient des saisons sans défaite. C'était vraiment énorme. C'était deux gros programmes qui se sont rencontrés lors d'un Rose Bowl. Il me semble que c'est 2004. Baptiste, tu confirmes ou pas? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est 2004 en fait. Et c'est quelque chose, c'est pas une rivalité géographique, puisque forcément USC, c'est en Californie, et Texas, au Texas, du coup, c'est pas pareil. Et du coup, ce qui se passe en réalité, c'est que eux, ils ont vraiment une rivalité sportive. Il y a pas je pense qu'il n'y a pas de haine, c'est plutôt du respect mutuel. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans le college football aussi, soit c'est de la haine, soit c'est du respect mutuel. Et là, pour ces deux programmes en particulier, vous pouvez aller voir le Rose Bowl d'ailleurs de USC Texas. Il est disponible en intégralité sur YouTube, donc je vous invite à aller le voir. Ce qui se passe aussi, c'est que au-delà de la rivalité sportive, il y a aussi de la rivalité purement géographique, comme encore une fois Texas et Oklahoma, qui sont deux États côte à côte, et qui est vraiment une grosse rivalité entre ces deux équipes. Sinon, la plus grosse rivalité pour moi au college football, c'est Navy Army. Navy Army, chaque année, c'est un match entre du coup la marine et l'armée de terre, pardon. Et du coup, en fait, ces deux programmes je dirais pas qu'ils se détestent réellement, mais il y a vraiment une grosse rivalité. C'est vraiment pour savoir quelle est la meilleure armée, quelle est la meilleure, enfin, qui aura le droit de se la péter pendant un an. Enfin, c'est clairement, on peut dire ça. Et donc, qui aura le droit d'humilier un peu l'autre, etc. Et c'est toujours des super matchs. Il y a toujours les traditions. On va en parler dans les traditions après, mais Army Navy, c'est une grosse tradition. C'est tous les ans pareil. Ça fait des centaines d'années que ça existe. Enfin, ça fait une centaine d'années. Ça fait une centaine d'années que ça existe. Et ce qui fait vraiment la beauté du college football, c'est ça, c'est les rivalités, c'est des grosses rivalités comme Oklahoma, Texas, USC, Texas, Army, Navy, mais il y en a beaucoup d'autres. Je pense on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Et je pense que la rivalité, ça fait même partie de la tradition. Et les traditions qui font qu'on aime le college football autant, c'est grâce aux rivalités aussi. Et merci Robin, et bien justement tu fais bien la transition parce qu'on va parler rapidement des traditions. On sait que chaque université a ses propres traditions, sa propre mascotte, sa propre manière de vivre, d'exister et de fonctionner. Les gars, quelqu'un a quelque chose à dire sur les traditions de sa fac ou des facs en général, quelques petites anecdotes comme ça. Bon, nous, je sais que voilà, à Maryland, il y a la statue de Testudo, la tortue. Il faut lui toucher le nez pour réussir ses études ou avoir un boulot. Je peux vous dire en toute sincérité que j'ai essayé. J'ai essayé avec des amis et franchement, ça a chaque fois marché, ça a chaque fois fonctionné. Ça fait partie de la tradition et du coup, les joueurs, avant chaque match, touchent le nez de la tortue parce que pareil, elle est aussi en statue à la sortie du tunnel. Et malheureusement, la tortue n'est pas faite pour faire gagner des matchs. Voilà, je vous l'annonce, à moins que ce soit pour le basketball. Mais bon, c'est encore une autre histoire. Les amis, quelqu'un a-t-il quelque chose à mettre en avant pour les traditions? Parce qu'il y en a énormément dans le coach football. Il y en a même trop, en fait. Des traditions, comme tu l'as dit, tu en as de toutes sortes. Pendant, avant, après les matchs. Nous, un peu à l'image de la tortue Testudo, on a la tête de Gator à la sortie des vestiaires. Que les joueurs touchent avant. On a une espèce de banderole au-dessus sur le tunnel avant de rentrer dans le stade où il y a marqué de Swamp Only Gators comes out alive. Et donc, tu as tous les joueurs qui touchent cette petite bannière. C'est Et plein de petits pourquoi trucs The comme Swamp? ça. Qu'est-ce que ça veut dire en français, Guigui? C'est le marécage, on va dire. C'est là où vivent les crocodiles, les alligators.
Et donc voilà, c'est tout un folklore en fait autour de chaque fac qui donne qui en fait donne l'identité quasiment de la fac. Et donc voilà, après comme tu disais, chaque fac a ses traditions, même si au final ça revient à peu près entre guillemets tous à peu près pareil. C'est des chants entre le 3e et le 4e quart-temps. C'est pour moi par exemple la plus belle tradition du college football, c'est la fac d'Iowa Killa, où en fait au-dessus, à côté du stade, il y a un hôpital pour enfants. Et lors de la pause entre le 3e et le 4e quart-temps, il y a tout le stade et tous les joueurs maintenant qui le font, et des deux équipes, et c'est ça que je trouve magnifique, qui se retournent tous vers le dernier étage de cet hôpital et qui font coucou aux enfants avec la main. Et pour moi, c'est une des plus belles traditions, parce que ça rassemble en fait les deux équipes à chaque fois. Et donc, peu importe que tu sois fan d'Iowa ou de l'équipe qui est en face, bah, tu sais qu'entre le 3e et le 4e quart-temps, tu vas faire coucou aux enfants parce que ça leur fait plaisir. Et c'est un truc qui va au-delà du sport, et je trouve ça vraiment super beau. Et donc voilà, après, je sais que Robin voulait dire un truc, donc je vais te laisser parler, j'ai un peu trop parlé. Je voulais juste mettre une parenthèse aussi, parce que j'aurais dû l'introduire en parlant des traditions. Vous allez sur un campus de n'importe quelle université aux États-Unis, les 3/4, mais je dis bien les 3/4 des étudiants ont au moins un vêtement qui représente leur fac. Vous allez dans leurs apparts ou maisons étudiantes ou n'importe quoi, c'est aux couleurs de leur fac partout. Enfin, c'est vraiment, c'est quelque chose à part, quoi. Ça existe nulle part ailleurs. C'est vraiment le système. C'est comme vous voyez, vous imaginez les soirées universitaires, là, ce que vous voyez à la télé dans les séries et compagnie, c'est la même chose. Sincèrement, c'est la même chose. Et vraiment, les étudiants adorent représenter leur fac, et où qu'ils y aillent. On peut aussi parler des parents. Les parents, c'est exactement pareil. Ceux qui sont passés, je sais pas, tu as été à Tennessee il y a 40 ans de ça, il y a 30 ans. Tu as toujours des vêtements de Tennessee où tu te balades, tu montres que tu as été à l'université du Tennessee, et c'est pareil pour toutes les facs. Robin, je sais que tu voulais ajouter quelque chose. Oui, bah écoute, je pense que pour moi, une des plus belles traditions du college football, c'est les entrées. En fait, c'est parce que chaque équipe a un peu son entrée. On peut penser à USC où il y a la mascotte qui est un Troyen qui plante, qui plante le sabre au milieu du terrain. Il y a Florida State avec l'Amérindien qui plante une lance. Il y a Oregon, pour parler en connaissance de cause, c'est un truc de fou à voir quand il rentre avec une moto sur le terrain et que tu as toute l'équipe. En gros, il y a la mascotte qui est sur une moto et qui rentre à fond de balle sur le terrain, et tu as toute l'équipe qui court derrière. C'est un truc de fou, tout le spectacle pyrotechnique autour. Je pense qu'une de mes préférées aussi, c'est Enter Sandman de Virginia Tech. Vous pouvez aller voir ça sur YouTube, vous mettez Enter Sandman. Du coup, Enter Sandman, là, qui est la musique d'entrée pour Virginia Tech, tous les joueurs, ils attendent ils attendent avant de rentrer, et ils ont ça comme musique autour d'eux. Et il y a 50 000 personnes qui chantent ça, qui sautent partout. C'est un truc de fou, et c'est ça qui est vraiment une des plus belles choses du college football. Honnêtement, c'est les fans. Pour moi, il ne peut pas y avoir de college football sans fans, et vice versa, il n'y a pas de fans sans college football. C'est quelque chose qui est hyper important, comme tu disais, Elio, avec tous les maillots, la représentation de l'université. Et au-delà de ça, c'est beaucoup plus accessible financièrement pour les matchs NFL que les matchs NFL. Et donc, ils ont plus, il y a plus d'étudiants, donc il y a plus d'ambiance dedans. Ils ont plus envie de faire la fête, etc. Enfin, c'est hyper important pour moi, tout ce qui est entrée. Vous pouvez aller voir, vous pouvez mettre des top 10 d'entrée d'université. Enfin, c'est fou. Il y a le Whiteout de Penn State. Allez voir, c'est quelque chose qui va vous donner des frissons et vous donner envie de regarder le college football. Et donc, ça nous envoie vers la fin de cet épisode, parce qu'on va parler maintenant, pour terminer, pour clôturer l'épisode, de l'engouement populaire. Donc, comme on l'a dit, il y a énormément de personnes qui regardent le college football. C'est super important aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas aussi sur les jours NFL, donc il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Si on veut regarder du football, ça peut durer tout le week-end sans aucun problème, avec la NFL le dimanche et le college football le samedi et vendredi. L'engouement populaire est énorme,
et on va se focus un peu sur 2 de nos membres qui ont eu la chance de vivre des matchs en vrai, c'est-à-dire Robin et moi. Ça démarre déjà, Guigui il en a parlé tout à l'heure, au tailgate. Alors le tailgate, c'est quoi? C'est avant un match, il y a des parkings autour du stade, des parkings outre, sincèrement, il n'y a même pas besoin de parking. Et puis, tu as toutes ces personnes qui viennent avec leur voiture, qui mettent de la musique à fond et qui organisent des barbecues. C'est des bars à ciel ouvert, des barbecues partout. C'est un peu la fête autour du stade et tout le monde, en grosso modo, pour y aller franco, tout le monde se bourre la gueule. N'oubliez pas que l'âge légal aux États-Unis, c'est 21 ans et que bien sûr, au niveau universitaire, il y en a peu qui l'ont, cet âge légal, à part les dernières années. Donc, c'est un peu le moment aussi pour les jeunes de se bourrer la gueule, si je puis dire, avant un bon match. Toi, Robin, comment tu as vécu les tailgates? Après, je parlerai de mon expérience à ce niveau-là. On va y aller graduellement pour déjà l'avant-match. Alors, le tailgate d'avant-match, c'est un truc de. Pour moi, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs, en fait. Tout le monde arrive 2-3 heures avant. Pour ma part, je suis arrivé 2 heures avant le match. Et tout le monde boit. Et en fait, on rencontre. C'est là qu'on se retrouve avec les copains. Après, moi, j'ai eu de la chance. J'étais en famille d'accueil en famille d'accueil et j'avais des copains qui étaient à l'université là-bas. Donc, on pouvait se retrouver avec beaucoup plus de personnes, mais on se retrouve aussi avec des adultes. Et c'est quelque chose vraiment où soit tu fais tes tailgates universitaires avec tes copains du même âge, ou alors tu vadrouilles un peu et tu vas dans le barbecue de quelqu'un que tu connais vaguement, etc. Et c'est hyper convivial en fait. C'est un peu une sorte d'auberge espagnole. Tout le monde rapporte son barbecue. Tout le monde, il y a des gens qui mettent la télé derrière pour avoir le pré-game ou des matchs d'autres équipes, etc. Parce que il y a d'autres rivalités. Par exemple, moi, quand le match que je suis allé voir, c'était Oregon-Nevada et à ce moment-là, il me semble que Washington State jouait, qui est une grosse rivalité entre Oregon et Washington State. Et du coup, on avait mis la télé à l'arrière d'un camion et on regardait ça un peu. C'était hyper convivial, tout le monde était avec le barbecue, de la musique, comme tu dis. C'est le moment de boire, c'est le moment de manger. Et comme ça, quand on arrive au stade, on est rassasié et on est un peu joyeux, on va dire. Je vais pas forcément te parler de mon expérience personnel sur ça parce que c'était hyper bien, c'était hyper convivial et en fait il faut vraiment vivre ce moment pour comprendre ce que c'est. C'est pour ça que je vous invite, si jamais vous allez aux États-Unis durant l'année, n'hésitez pas à aller voir un match. Même une université mineure, je suis déjà allé voir des matchs de Division 3 et le tailgate est aussi bien qu'en Division 1. C'est pas parce qu'il y a moins de monde que c'est moins intéressant. C'est hyper convivial et Et si je peux rajouter quelque chose, donc moi je suis jamais allé au stage, je suis jamais allé voir un match, j'ai jamais fait un tailgate, mais quand tu es à 2 heures du matin sur ton ordi, sur ton stream, à regarder ton équipe, tu ressens un petit peu, peut-être pas le tailgate, mais l'esprit convivial des supporters, les jeunes dans les tribunes, et c'est un sentiment qui est plutôt agréable, parce que tu as vraiment la sensation d'appartenir, peut-être pas à une communauté, mais à une sorte de famille, du coup, qui est une université. Et c'est assez appréciable d'avoir cette sensation quand tu es devant la nuit, devant la télé, quoi. Ouais, absolument, c'est vrai que quand on est tout seul, c'est une moins bonne expérience. On vit quand même le college football, mais on le vit pas aussi bien qu'on devrait si on était, enfin, qu'on le vivrait si on était aux États-Unis. Et quand tu dis que tout le monde est un peu ensemble, c'est vrai parce que je sais que je suis hyper avenant comme personnalité, etc. Du coup, à chaque fois, j'allais voir des gens et je leur disais, bah voilà, euh, qu'est-ce que vous faites là? Par exemple, il y avait des gens qui étaient en train d'installer des jeux, des barbecues, etc. Et en fait, je leur parlais, je leur disais, écoutez, moi, je suis en France et c'est la première fois que je viens à un événement de college football. Ils étaient hyper, hyper avenants. Ils étaient en mode, bah, viens, viens, on va manger ensemble et tout, alors que je les connaissais pas du tout. Enfin, pour moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs de match, alors que le match n'avait même pas encore commencé. Alors, c'est exactement ça. Déjà, voilà, comme l'a dit Robin, allez voir des matchs de football universitaire si vous pouvez. Mais en plus d'y aller, allez avant voir à quoi ressemblent les tailgates. Moi, j'ai eu l'occasion d'en faire 2-3 aussi. Alors, autant vous dire que les matchs, je m'en rappelle quasiment plus, même tellement que voilà, je suis pas rentré dans le stade dans un état très 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 élégant.
J'avais eu l'occasion de faire donc un gros tailgate avant le match face à Penn State parce que voilà, on parlait des rivalités tout à l'heure. J'avais dit que j'avais un petit mot à dire dessus. Penn State et Maryland sont ennemis. Et Penn State et Maryland sont ennemis. Et voilà, donc Penn State venait jouer à Maryland. C'était un vendredi soir, match Prime TV, tout ça, hein, qu'on se le dise. Toute la semaine, ça avait parlé que de ça. Le vendredi, aucun cours, tous les cours annulés, tous les cours en ligne, parce que c'était un jour spécial. C'était la semaine du Blackout Penn State. Bon, c'est un peu eux qui nous ont blackout au final. Mais voilà, et en fait, il s'avère que donc, ma copine, je pense que certains l'ont compris au fur et à mesure des épisodes, est à vient d'être fraîchement diplômée de l'Université du Maryland. Et une de ses meilleures amies était à Penn State. Et cette amie est venue avec sa famille. Donc voilà, ils sont installés pour un tailgate, on a été invités, sauf qu'ils sont installés du côté des fans de Penn State. Donc moi, j'étais avec mon maillot Maryland et mon collier Maryland, enfin même tout, hein, même le bas, la totale, quoi. Ma copine aussi. Eh bien, voilà, en Europe, sur du football, j'ai vécu des choses différentes dans cette situation-là. Alors qu'aux États-Unis, eh ben, c'est voilà. Oh, t'es fan de Maryland? Bon, bah viens, je te paye ma bière, mais tout à l'heure, on vous bat. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça se charrie, mais c'est super sympa. Les gens étaient adorables. Pareil, comme l'a dit Robin, tu as tout à boire, tout à manger, et c'est que les gens qui te proposent, hein. Moi, je suis arrivé avec 4 packs de bière, j'en ai pas touché une parce qu'en fait, on m'a tout servi, on m'a donné. Enfin, les gens t'offrent tout, quoi. Et il se passe qu'au bout d'un moment, bah, ta tête tourne un peu. Voilà, et puis en plus, voilà, enfin, moi j'ai eu des expériences. Le type qui me sert le plus d'alcool, on me dit ah bah lui c'est le chef de la police de telle ville. Ah ouais, d'accord, ok, c'est lui qui me bourre la gueule depuis tout à l'heure. Eh bah très bien. Voilà, ils ont tous des glacières, des barbecues, les voitures sono à fond, les matchs, comme tu le disais, Robin, qui sont retransmis autour. Et aussi, ils ont des petits jeux, hein, pour, enfin voilà, des jeux comme on pourrait jouer dans notre jardin ou au parc, hein, genre tu lances des ballons de football américains dans des cibles, des trucs comme ça. Donc c'est assez fun. Et ensuite, c'est l'heure d'aller au stade. D'ailleurs, c'est pour ça que parfois, vous voyez des coups d'envoi qui ne sont pas toujours remplis parce que les gens sont en train de rentrer dans le stade. Nous, je m'en rappelle, hein, ça a été assez long à l'entrée dans le stade parce qu'ils n'avaient pas l'habitude, Maryland, d'avoir des sold-out comme ça, vu que c'était comme la grosse rivalité du moment. Et voilà, et bon, après on s'était fait éteindre par Penn State, donc ça c'était pas cool. Et le match j'avais été voir aussi Maryland Michigan cette année, et pareil, j'étais rentré dans le stade complètement arraché, j'en suis ressorti complètement arraché et j'avais aucun souvenir du match. Mais franchement, les tailgates, si vous pouvez les faire, c'est une expérience mais topissime, géniale. N'hésitez pas. On va passer ensuite, une fois à l'intérieur du stade, hein, au coup d'envoi. Donc, ce qu'il faut savoir dans les stades de football universitaire, tu as la section étudiante qui est réservée aux étudiants, qui sont en général des places gratuites pour eux, ou en tout cas moins chères, ça dépend des matchs, qui est la section très animée. Et il y a aussi la section avec l'orchestre. Il y a des orchestres qui jouent, qui ont des musiques bien particulières, qui sont reconnaissables, hein, qui lancent des chants de la fac, en fait. Il y a pas mal d'orchestres qui sont devenus très connus aux États-Unis pour représenter leur université. Et puis, des fois, voilà, entre les cartons ou pour les avant-matchs, ces orchestres vont sur le terrain et organisent des grandes parades, hein. Et ces parades peuvent se traduire. Enfin, allez voir sur Internet, hein, tapez, hein, vous allez kiffer parce que ces parades, ça peut se traduire par de superbes. Comment dire, enfin, il crée des dessins, quoi, en faisant un orchestre sur le terrain. C'est assez incroyable à voir. Euh, voilà, donc vous allez voir ça, et ces orchestres, on appelle ça bien sûr les marching bands. Les amis, est-ce que ça vous impressionne? Parce qu'à chaque fois, tout le monde le dit, et parfois on retrouve en fait des vidéos de marching bands sur les réseaux sociaux européens. Les gens ne savent pas du tout que ça vient du college football, parce qu'ils ne connaissent pas le college football, alors que ça vient de là, et c'est extraordinaire quand même à voir. Non, vraiment, je vous conseille vivement d'aller voir, hein, des vidéos. C'est hors norme. Il faut savoir que les orchestres, c'est pareil, ça fait partie intégrante de la vie des facs, et c'est vraiment encore un corps à part de l'université. Et c'est impressionnant. Voilà. Ensuite, bah, il y a le match, hein, il y a le déroulé du match. Après, ça reste des matchs traditionnels, hein, c'est comme partout. Il y a les vendeurs qui passent en tribune. Il y a une grosse ambiance, les étudiants sont bourrés. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a vraiment une atmosphère assez particulière et qui se ressent rien qu'en regardant un match.
Je sais que Robin, toi, tu as vécu ça aussi de l'intérieur parce que toi, tu étais section étudiante, je crois, en plus, hein, petit chanceux. Et Robin, d'ailleurs, apparaît sur une vidéo où on voit les supporters dans les gradins d'Oregon. C'est ça. En fait, j'étais avec un ami de l'université. Ils ont le droit. Nevada, c'était un des premiers matchs de la saison, donc ils sont pas forcément en sold out, ce qu'on appelle sold out. C'est un grand plaisir de faire le mot de la fin pour la première fois dans le podcast. Non, c'est juste pour dire, comme Guillaume le dit, il y a tout style de match, il y a tout, et en fait, il y a tout style d'équipe, tout style de jeu, et vraiment, je pense que j'ai passé, je suis un peu un geek, hein, mais j'ai passé les meilleurs samedis soirs de ma vie à regarder des matchs de foot, et c'est des matchs de foot américains universitaires, et c'est aussi ça qui fait la beauté du college football, c'est que ça commence à 18h, moi je sais que mes matchs ils commencent à 4h30, mais de 18h à 8h du matin, à 7h du matin, je suis, je suis sur mon canapé à regarder différents matchs, et c'est parfois les plus beaux moments que je vis, donc n'hésitez pas à regarder. Tu vas nous faire pleurer, bâtard. Merci Oh, putain, Robin. ça touche les Allez. gars, En tout cas, merci à vous. Bonne soirée. Donc, on se retrouve pour le prochain épisode qui vous donnera des idées pour trouver votre équipe. Salut les gars. Salut à tous. Salut.